Je déclare la séance du conseil municipal du mardi 16 avril 2024 ouverte. Je remercie le public, je remercie l'ensemble de mes collègues, je remercie la presse d'être présente à notre réunion, ainsi que les services de la ville de Marcq-en-Barœul, sans lesquels nous ne pourrions pas préparer ces conseils, avec donc l'ensemble des éléments portés à votre connaissance. Je fais donc l'appel. Bernard Gérard, présent. Loïc Catelin. Présent. Émilie Boulet. Pierre Verlet. Valérie Duparc. Nicolas Papiachvili. Présent. Françoise Goube. Pascal L'Herbier. Alors Catherine Jonquet est présente, mais elle devra s'absenter car il y a l'Assemblée générale, l'Assemblée générale du Centre social de Marcq-en-Barœul et culturel, ainsi que peut-être Loïc Catelin d'ailleurs. Voilà, bien. Donc Catherine Jonquet, Alain Chastan, Janine Chaffier, Didier Hélard, Marie-Pierre Jansens, Jean-Louis Munch, Valentina Croûte, Annie Delobel, Didier Lemaître, Marc Delery, Pascal Hubert, François Rocher, Pierre-Alain Auberger est excusé à donner pouvoir à Pascal L'Herbier, Éric Gillet, Éric, Béata Janssen, Patricia de France, Marie Comtois, Véronique Savignac, Jérôme d'Allongeville, Valérie Barre, qui est excusée, qui a donné pouvoir à Nicolas Papiachvili, Valérie Denaison, Véronique Ardouin, qui est excusée à donner pouvoir à Valérie Duparc, Augustin Huglot, Raphaël Charpentier, qui est excusé à donner pouvoir à Véronique Savignac, Louis Randoux, Stéphane Defamy, Philippe Crépel, Laurent Séaille, Odile Vidal-Sagnier, Jean-François Pichon, qui est excusé, qui a donné pouvoir à Denis Tonnel, et Monsieur Denis Tonnel. Je constate donc que le quorum est atteint et que le conseil municipal peut donc valablement délibérer. Je vous propose de désigner, comme nous le faisons toujours maintenant, Louis Randoux comme secrétaire de séance, conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales. Pas d'observation. Alors, je vous indique que le procès-verbal du conseil municipal du mardi 26 mars 2024 sera transmis lors de la prochaine séance et je vous propose donc d'entamer notre ordre du jour. Notre ordre du jour commence par les décisions municipales qui vous ont été communiquées. Je rappelle que ces décisions municipales n'appellent pas de débat, c'est simplement un porté à connaissance et que donc elles n'ouvrent pas de débat, mais qu'elles peuvent solliciter de votre part une précision si vous le souhaitiez. Y a-t-il une décision municipale sur laquelle vous souhaitiez obtenir une précision? Alors pour le public également, je précise que ce sont des mesures qui nous permettent de gérer la ville au quotidien. Ce sont comment dirais-je, des tarifications, des achats, des avenants à des contrats qui ont déjà été passés et qui ont été vus pour la plupart dans des commissions d'appel d'offres lorsqu'il s'agit d'achats plus importants. Donc pas d'observation. Nous pouvons donc passer. Je vous demande d'abord de voter donc la délibération par laquelle vous prenez acte des décisions municipales. Pas d'observation, puisqu'il n'y a eu pas de demande d'explication. Nous allons donc maintenant passer au corps du sujet proprement dit, et le premier point à l'ordre du jour concerne le quartier du Pont et le bilan de la concertation dans le cadre des projets d'aménagement et de requalification du quartier du Pont, et je vais passer la parole à Françoise Goube en sa qualité d'adjointe chargée de l'urbanisme pour qu'elle puisse donc vous présenter cette délibération qui a été vue bien sûr déjà en commission. Françoise. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Donc, je vais vous présenter cette délibération qui est le bilan de la concertation du quartier du Pont. Alors, souvenez-vous, on avait autorisé une concertation dans le quartier du Pont en partenariat avec Vilogia et c'est l'agence Urbain qui avait réalisé cette étude. Alors, la délibération d'aujourd'hui, c'est de vous présenter la synthèse de ce qui s'est vu pendant cette concertation.
Donc, je ne reviens pas sur les modalités selon lesquelles ça s'est déroulé, puisqu'on en avait déjà parlé quand on a voté pour cette concertation. Donc, je vais aller aux thèmes abordés. Alors, les thématiques abordées, je vais vous les énoncer, mais il n'y a pas de hiérarchie. Ce sont les thèmes abordés sans aucune hiérarchie, je dirais quasiment pêle-mêle. Il faut savoir qu'ont été consultés les usagers, les acteurs économiques du quartier et surtout les habitants. Alors cette délibération rappelle ce qui a été vu. Donc les thématiques abordées étaient le stationnement, la mobilité, les formes architecturales, habitat, l'espace public, les équipements, la nature en ville, les services et commerces. Voilà les thèmes que les habitants souhaitaient développer. Alors, on peut voir un certain nombre de ces thèmes sur, par exemple, le stationnement. Alors, le stationnement, c'est un grand sujet de préoccupation dans le quartier. Il va bien sûr être répondu de façon positive au stationnement dans tout ce qui va être construit. Il y a des règles, donc les règles sont respectées, mais en plus seront dans la mesure du possible créer des places visiteurs et des places pour les commerçants. Il faut quand même préciser que ça n'a pas vocation à répondre à tous les problèmes de stationnement. Ça a vocation à ne pas les aggraver, à améliorer éventuellement, avec ce que je viens de vous dire, les visiteurs, les commerçants. Mais on est dans un habitat 1930, donc on ne peut pas remédier à tout ça. Ensuite, une crainte, un questionnement, c'est l'augmentation du trafic routier. On va donc à ce niveau-là demander à la MEL de faire une étude à la fois sur le stationnement et sur la circulation. Donc on aura des chiffres précis qui permettront de répondre tout à fait aux inquiétudes éventuelles. Il y a une chose qui avait été demandée, c'était un parking relais sur le quartier. Donc d'ores et déjà, on peut dire qu'il n'y aura pas de parking relais sur le quartier pour une raison toute simple, c'est qu'un parking relais, comme son nom l'indique, concerne les transports en commun. C'est un relais entre la voiture et le transport en commun. On ne va pas créer un parking relais dans le quartier du Pont, ce qui va attirer pour le coup une circulation. Des personnes qui vont venir de l'extérieur pour se garer et pour prendre les transports en commun au niveau du pont. Donc ce serait pire que mieux. En ce qui concerne l'offre commerciale et la qualité des espaces verts, visiblement, les personnes concernées par l'enquête sont satisfaites et ne demandent rien de particulier. Les questions aussi étaient posées sur la hauteur des bâtiments et la réalisation de logements. Il est bien évident que les hauteurs, ce sera étudié, ce sera conforme à la réglementation, ça tombe sous le sens, qu'il y aura des logements qui vont être créés, mais il n'est pas question qu'il n'y ait que des logements sociaux. Ça, c'est la réponse qu'on peut d'ores et déjà faire. Il y aura également des logements en accession. Sur le site de Caux, il y aura un programme de logement qui sera développé. Ça a toujours été dit et ça ne pose pas de problème. Les riverains s'inquiétaient éventuellement de l'esthétique des futures constructions. Là, il faut savoir qu'il y a un effort qui sera apporté, sachant que les constructeurs ont tout intérêt à ce que ce soit esthétique parce qu'ils peuvent bénéficier, en fonction de l'esthétique, d'aide à la pierre versée par la MEL. Donc c'est incitatif pour les notions d'esthétique. La question aussi concernait le futur rond-point. Donc certaines des personnes interrogées préféraient un rond-point, si je puis dire carré, donc un carré-point. D'autres préféraient un rond-point. Pour l'instant, rien n'est tranché. Ce sera vu en fonction de la faisabilité technique pour des histoires de circulation de bus, etc. Ensuite a été abordé le site Carambar. Donc là, on reprend ce qui a été prévu, un parc urbain, une résidence hôtelière et une salle de sport. La salle de sport rue de l'Église devrait être réhabilitée
Et le parc qui va être créé sur le site Carambar, le petit parc qui va être créé, sera bien évidemment clôturé, parce que ça aussi, c'était éventuellement une inquiétude des riverains. Mais comme tous les parcs de la ville, ce sera clôturé. Bon, voilà ce qui ressort, si vous voulez, de l'essentiel de la concertation. Je vous ai brossé brièvement l'intégralité des sujets qui ont été abordés et les réponses qu'on peut déjà y apporter. Il est bien évident que ça n'est qu'une étude et que ce sera affiné par la suite. Voilà, Monsieur le maire. Merci, Françoise. Monsieur Crépel, vous avez demandé la parole. Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues, mesdames, messieurs. Nous pourrions dire tout ce travail pour un rendez-vous manqué avec la population. Pourquoi? C'est aussi une expérience créatrice de déception avec encore de nombreuses inconnues. Notre groupe, Marc Ensemble écologiste et solidaire, aurait largement préféré que des ateliers d'urbanisme partant d'une feuille blanche travaillent avec la population marcoise, mais aussi avec les riverains. L'utilisation et la présentation d'un avant-projet de faisabilité des utilisations des espaces soumis à la concertation a très largement biaisé les remontées d'attente et la créativité que peuvent avoir les habitants en ce domaine. Le choix d'un cabinet mandaté par la mairie et Villogia avec les objectifs déclarés ont fermé la discussion. Pour nous, de nombreuses choses sont encore possibles ou rattrapables. La longue liste des attentes et remontées faites par les riverains lors des rendez-vous individuels et collectifs devrait permettre une réflexion plus élargie du projet à venir. Notre groupe propose, avant d'aller plus loin dans les orientations et les choix dans l'utilisation des terrains à ce jour propriété de la ville ou des terrains dans la ville, a fait savoir qu'elle était tentée d'acquérir dans l'attente d'une vente hypothétique. Nous en voulons pour exemple le site de l'entreprise Deco, qui malgré ses intentions connues, mais à ce jour non réalisées de quitter Marcq-en-Barœul, pèse sur ce projet. L'entièreté du projet d'entrée de ville repose d'ailleurs sur le départ ou pas de cette entreprise. Mettre fin à la culture du secret est avant tout un gage de réussite démocratique dans un projet de cette ampleur. Les contraintes imposées par la ville et le bailleur doivent être connues de l'ensemble de la population, évidemment bien au-delà de la volonté de construire une salle de sport, l'amélioration de l'entrée de ville, ainsi que la construction de l'habitat social et classique. Un tel projet, c'est une mobilisation humaine dont nous avons la responsabilité collective de ne pas décevoir. Nous profitons de la présentation du bilan de la concertation pour effectuer quelques remarques. Bien que la présentation de faisabilité clarifie et aide à visionner les possibilités d'urbanisation, la présentation faite à la population lors des rendez-vous et des réunions collectives prend beaucoup de place dans les esprits. Nous souhaiterions, pour un projet futur, une méthodologie différente soit mise en place. Il existe des architectes et des urbanistes capables, avec la population, à l'occasion de différents ateliers d'urbanisme, de travailler à un projet avec riverains et habitants de la ville à partir de leurs connaissances expertes de leur environnement et en lien avec leurs attentes, de pouvoir construire dans le cadre fourni. Nous souhaitons qu'un prochain projet de concertation dans notre ville puisse partir d'une feuille blanche. L'exemple de la proposition d'entrée de ville par une circulation rectangulaire autour d'un parc urbain a plus créé de débats que pouvoir vérifier les attentes des habitants concernant ce sujet. Aujourd'hui, par 5 fois, le cabinet Urba a participé et construit des concertations sur les projets d'urbanisme dans notre commune. Passer la main à d'autres savoir-faire, c'est aussi bénéficier d'expériences différentes et nouvelles. L'évolution du projet doit se faire en toute transparence, même pendant la concertation. Dès lors que des entreprises ont démarché notre ville à propos d'acquérir des terrains dans la zone concernée, ces informations auraient dû être transmises au cabinet conseil ainsi qu'à la population concertée. Et les nombreuses évolutions pendant la concertation qu'a connue ce projet ont fait perdre beaucoup de crédibilité à celle-ci. Nous y voyons là 2 sujets majeurs sur le site et le devenir du site de l'entreprise Deco et le rachat de presque 1 hectare sur le site Carambar par l'entreprise Harvey.
Entreprise qui, dès le mois de mars 2023, par l'intermédiaire de ses dirigeants, David Douillet, était présente à Marcq-en-Barœul pour faire des rencontres et aborder l'étude des potentialités communales au regard d'un projet que celle-ci avait pour l'agglomération lilloise. Monsieur le maire, vous en avez d'ailleurs même relayé sur votre page Facebook avec plaisir la visite dans notre ville au mois de mars de David Douillet. Cette visite a aujourd'hui un tout autre sens une fois le projet Harvey dévoilé lors d'un conseil municipal de fin 2023. Dans la concertation, il est fait état de la volonté des riverains de la passe de l'Épaule de maintenir celle-ci en impasse. Cela est compréhensible car la quiétude de cette rue y sera conservée. Notre groupe, par contre, continue de proposer que soit soumis à la concertation des habitants de cette rue la possibilité d'une création de zones de retournement à l'extrémité de cette impasse afin de sécuriser les manœuvres des automobilistes. Le site Enedis, qu'en est-il? Dans le bilan de la concertation, il est indiqué que ce site, j'ouvre les guillemets, la ville a fait l'acquisition du foncier sur lequel se situent les bureaux du groupe Enedis. Leur activité a vocation à être maintenue sur le site. En commission, cette information, il y a 2 semaines, nous a été confirmée. Alors pourquoi, la semaine dernière, lors de la présentation des projets à venir pour notre ville aux nouveaux membres des conseils de quartier, une image du devenir de la zone de cette concertation a été projetée avec une voie de mobilité douce traversant l'actuel site Enedis, donc là où il y a des bâtiments aujourd'hui. Toutes ces informations, parfois contradictoires, créent de nombreux espaces de doute aux riverains et habitants attentifs au devenir de cette zone. Le bilan de cette concertation est-il soumis au vote de notre Conseil, car dans ce cas, nous aurions des réserves importantes. Merci. Merci monsieur. Je pense que monsieur Tonnel a demandé la parole. Merci monsieur le maire. Monsieur le maire, mes chers collègues, mesdames et messieurs, à entendre madame Goub et à entendre la discussion que nous avons eue en commission, cette consultation se veut exemplaire. On est ravis de l'entendre. Pour nous, ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment un rendez-vous manqué et une vraie fausse consultation. Cet avis, je l'ai partagé en commission, on en a débattu et j'ai bien exprimé, et nous sommes tout à fait d'accord là-dessus avec Jean-François, qu'effectivement les conclusions de cette consultation auraient pu être écrites par n'importe qui et à l'avance. Les conclusions du cabinet de psychologie urbaine, le cabinet Urba, que l'on a déjà utilisé sur la briqueterie, que l'on prendra sur le quartier de la rue du Fort et que l'on prendra également sur le quartier de la place de la Victoire, les conclusions nous laissent très perplexes. Avions-nous vraiment besoin de cette étude pour arriver à ces conclusions? Pourquoi et comment Urba a-t-il été à nouveau choisi? Je sais que vous allez me répondre que ce n'est pas nous, c'est le bailleur, bien sûr. Les habitants, en fait, sont restés vraiment sur leur faim. Eux, ce qu'ils veulent savoir, c'est le nombre de logements. Quelles seront les hauteurs? Quel sera l'impact sur le quartier en termes de stationnement? Est-ce qu'il y aura des nouvelles voiries? Est-ce que le quartier sera engorgé? Comment seront les futurs bâtiments? Quel aspect? Est-ce que c'est de la brique? Est-ce que c'est de l'enduit? Bref, cette enquête, pour nous, elle n'apporte aucune réponse aux questionnements légitimes des riverains. Votre délibération précise que la programmation répondra, je cite, aux obligations du PLU et du PLH, que le stationnement répondra aux obligations réglementaires. Est-ce à dire que les dés sont pipés dès le départ et que le souhait de votre majorité n'est pas d'aller au-delà des obligations réglementaires, notamment en termes d'espace vert, en termes de stationnement également? Ces projets pourraient faire l'objet d'une vraie consultation, d'une vraie concertation. On pourrait en exposer les plans, le permis, on pourrait vraiment avoir de vraies discussions, parce qu'en fait, je le rappelle, sur le fond, moi j'ai pas d'objection à ce que le quartier du Pont soit remis au goût du jour, soit complètement transformé, c'est même plutôt une bonne idée. Pareil sur la place de la Victoire et pareil sur la rue du Fort, mais aujourd'hui c'est la méthode qui ne convient pas, la méthode ne va pas du tout. Cette méthode, elle n'est pas digne de Marcq et elle est indigne de nos habitants. C'est-à-dire leur faire croire à une fausse consultation, c'est pas digne. Je le répète, ce n'est pas digne.
Donc je l'ai dit tout à l'heure, la même méthode, la même consultation, le même cabinet de psychologie urbaine sera utilisé pour les consultations de la rue du Fort et de la place de la Victoire. Pour nous, ce n'est pas assez. Donc aujourd'hui, ce type de consultation, qu'est-ce qu'il amène? Il n'amène pas de réponse, je l'ai déjà dit, mais il amène surtout des craintes, des rumeurs, des questionnements, des angoisses. Les gens parlent. Alors on entend ici 110 logements, on entend ici 100 logements, on entend 80 logements. Bref, ça suppute dans tous les coins et notamment dans les quartiers impactés. Et ça, c'est pas normal. Et c'est là où votre consultation n'atteint pas son but. Et au contraire, elle est vraiment loin d'atteindre son but. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur Tonnel. Françoise Gou, vous voulez redire un petit mot, mais je vais en rajouter un autre après, peut-être. Je voulais surtout m'adresser à Monsieur Crépel, qui, au moment de la commission, quand j'ai présenté le bilan, a souligné la qualité des modalités de concertation avec les entretiens individuels et les ateliers collectifs. Il a précisé qu'il aimerait que les autres concertations se déroulent de la même manière sur les autres projets. Merci, je Françoise. tenais quand même à le souligner. Voilà, c'est très important parce que on est là avec des idées différentes. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que les choses soient claires. On aura l'occasion de revenir sur un certain nombre de points qui m'interpellent beaucoup dans la façon de vivre la démocratie autour de cette table. Alors, pour le public et pour l'ensemble des personnes qui sont ici, je vais rappeler simplement que, premièrement, il y a eu une présentation de l'étude urbaine au conseil de quartier du Pont le 31 mars 2023. J'étais présent, on a passé beaucoup de temps, les architectes étaient présents, tout le monde était là, tout le quartier était là, je veux dire, il y avait un monde incroyable et on a longuement parlé de ce dossier. Ensuite, il y a eu une présentation de l'étude urbaine et de la démarche dans Images de marque d'avril 2023 pour que la transparence soit la plus complète possible. Ensuite, il y a eu un affichage au château Vanderhagen avec mention d'un numéro de téléphone de cette société de psychologie urbaine parce que cette société allait faire des entretiens particuliers. Il y a eu une présentation de la démarche au conseil de quartier du Pont le 11 avril. Il y a eu l'ouverture d'une ligne téléphonique dédiée. Il y a eu 638 courriers distribués, 66 entretiens individuels réalisés, en plus des réunions de quartier où tout le monde venait, bon, voilà. Des rencontres avec plus d'une dizaine de commerçants qui étaient plus concernés par ceux qui ont répondu d'ailleurs, hein. Bon, donc, mais tous ont été contactés. Il y a eu un atelier de concertation avec le conseil de quartier du Pont le 5 juin 2023. J'ai fait une réunion publique le 13 juin. Il y avait beaucoup de monde. Alors, je ne sais pas, peut-être que certains ne s'en souviennent plus, mais cette réunion a duré très longtemps. Tout le monde était là, les architectes, les entreprises concernées. Bon. Il y a eu 4 ateliers collectifs avec les riverains, le 19, 21, 26 septembre et 9 octobre. Bah, écoutez, moi, je veux bien, mais on me citera, parce que ces concertations, ce sont des concertations volontaires. Hein. Bon. Je ne suis pas persuadé que dans toutes les communes, on en fasse autant, mais en tout cas, moi, je dis juste, critique pas mes petits camarades, mais je dis juste ce que nous avons fait. On a fait une concertation extrêmement élargie, très transparente, et donc on a essayé de répondre à toutes les questions qui se posaient. Voilà. Aujourd'hui, il y a 3 points qui ont été particulièrement soulevés par monsieur Crépel sur Decaux. Bon, Decaux, il est toujours là. C'est vrai qu'il s'inscrit dans une réflexion puisqu'il a manifesté en son temps son souhait de déménager, de s'installer ailleurs. Bon, donc ça a été dit, ça a été présenté, le dossier lui-même a été évoqué. Bon, après, moi je ne suis pas le patron de la société Decaux. Il faut qu'il trouve un endroit pour se réinstaller. Bon, voilà, ça peut être à Marcq-en-Barœul, ça peut être sur des terrains de la ville de Marcq-en-Barœul, ça peut être en dehors de la ville de Marcq-en-Barœul. Mais la société Dolage, qui est propriété de la ville, est un foncier important sur lequel, bon, il y a une partie du dossier qui peut se réaliser.
mais une large partie du dossier qui peut se réaliser. Mais voilà, bon, je veux dire, ça fait partie des éléments du dossier. Le dossier ne va pas démarrer demain matin, mais la concertation, enfin, il suffit de regarder ce que l'on a fait pour se rendre compte qu'elle a été considérable et que peu de villes ont fait autant. Enedis, un jour, vend son foncier. Ils sont locataires, mais ils vendent leur foncier. Et ils vendent leur foncier à une société privée qui avait sans doute un projet sur cet espace. Nous avons contacté ce promoteur, on l'a vu, on lui a dit, monsieur, nous souhaitons, s'il y a un jour quelque chose, que ce soit dans une réflexion globale, qui peut être à 20 ans, qui peut être demain matin, qui peut être dans 30 ans, qui peut être dans 10 ans. Bon. Et donc, aujourd'hui, Enedis, il est sur les lieux dans le cadre d'un bail. Et donc on est très content qu'Enedis soit là, on est très fiers qu'Enedis soit là, il paye son loyer, on s'entend bien, tout va bien, on est allé visiter au début, les relations sont tout à fait harmonieuses avec cette société. Et puis Carambar, effectivement, ça a été une opportunité très importante. Le papier refuse pas l'encre. Nous, on a une réflexion pour effectivement faire une grande piste cyclable qui ira, je l'ai déjà dit plusieurs fois, de la passerelle de Rougebar jusque Lille, en passant donc par Marc-en-Barœul, en site propre, donc enjambant le Grand Boulevard sur la passerelle, passant par le chemin Pierre-Clément, empruntant le site Carambar. Ça fait partie des éléments du dossier. Bon. Donc voilà, je crois que la concertation, quand on regarde les éléments du dossier, sont là pour démontrer tout simplement que bon, la concertation a eu lieu, et M. Tonnel sait très bien qu'on est attentif et soucieux de ce qui se passe dans ce quartier, puisque à un moment donné, il a vendu un bien qu'il possédait dans le quartier, la ville l'a acheté dans le cadre de la réflexion globale, donc à l'angle de la rue de l'Épau-Lavé, et la ville s'est également rendue acquéreur de ce foncier qui démarre donc dans la rue de l'Épau-Lavé par le numéro 1 bis. Bien. Donc voilà, je pense que donc la concertation a été faite et les éléments chiffrés sont là pour le démontrer. Monsieur Crépel, vous vouliez redire un petit mot? D'une, sur ce que j'ai pu dire à la commission préparatoire. D'une, je n'avais pas l'objectif de dire du mal de l'entreprise qui a fait un travail. Nous, ce que j'ai dit, c'est que j'aurais au moins aimé qu'il y ait des réunions collectives et individuelles dans les deux projets de concertation que cette entreprise va mener. Lors de la réunion, une fois dit ça, on découvre que des réunions collectives vont avoir lieu pour Victoire et pour rue du Fort. Donc, moi, je ne le savais pas avant. C'est une fois que j'ai dit ça que je l'ai découvert. Donc, si on titille pas un peu, on n'a pas les informations. Deuxièmement, sur les 638 courriers, quand je dis il ne faut pas la culture du secret, moi en tout cas, pour être membre de cette commission, membre du comité de quartier, je n'ai connu que les 638 maisons dans le bilan, c'est-à-dire à plusieurs reprises, on a demandé à savoir qui ont reçu ces courriers, parce que c'était quand même le cœur de la concertation, quels étaient les riverains concernés directement. Le comité de quartier avait même lui-même proposé à distribuer ces courriers que vous aviez préparés, monsieur le maire, pour annoncer cette concertation. On nous a dit que non, le comité de quartier pouvait ne pas être neutre et voilà, donner des indications, mais on ne nous a pas non plus dit qui était concerté. Donc il y a toute une série de sujets qu'il faut améliorer. Et puis nous n'avons jamais caché notre désaccord quant à la méthode de cette concertation. Et donc moi je veux simplement rappeler les éléments que nous avions dans notre programme, où on préfère partir d'une feuille blanche avec des cabinets d'urbanisme pour faire des ateliers et avec les riverains, plutôt que de partir sur des projets aussi avancés que celui qui était présenté dans les réunions. Merci. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de réunion. Très bien. C'est la qualité et le résultat qui ne plaît pas. Oui, merci. Bon, donc de très nombreux courriers, 638 c'est considérable, des entretiens individuels, des ateliers collectifs, des réunions publiques avec un monde très important et beaucoup d'écoute, parce que toutes les personnes qui avaient posé des questions aux réunions publiques ont été rappelées, rencontrées, écoutées. Donc voilà, bon, on ne va pas polémiquer, je pense que chacun peut avoir envie de relancer de manière interminable le débat sur ce sujet.
mais je pense vraiment qu'il n'y a pas beaucoup de villes qui ont concerté comme on l'a fait sur ce très beau dossier que l'on prépare. Et même les présentations architecturales ont été largement présentées en amont au quartier. Bien, écoutez, moi je vous propose maintenant que on puisse voter prendre acte de cette concertation. Donc, qui est pour cette délibération? Qui s'abstient? Et qui est contre? Merci à vous. Alors, je vous propose une chose, si vous voulez, parce qu'il y a Jean-Louis Munch qui a une délibération qui arrive tout à la fin de notre conseil, mais qui a une obligation également. Et donc, il y a beaucoup de réunions ce soir. Donc, je propose à Jean-Louis Munch de présenter sa délibération. Je vous remercie, monsieur le maire. Voilà. Je vous remercie, monsieur le maire. En fait, là, il s'agit d'une délibération qui concerne la mise en place d'un groupement de commandes intercommunal pour la mise en place de marchés de prestations intellectuelles et de travaux pour la réhabilitation énergétique du patrimoine communal. Donc, en fait, les villes de Croix, Allouin, Marcq-en-Barœul, Mouveau et Ronques, on partage les mêmes problématiques pour la mise en conformité de leurs bâtiments d'un point de vue énergétique. Et donc, l'idée, c'est de mettre en place un marché à commande permettant de pouvoir piocher, de pouvoir mettre en place des missions de maîtrise d'œuvre pour la mise en place des dispositions constructives et en même temps mettre en place un marché d'accord cadre pour les travaux de rénovation thermique. Donc l'objectif effectivement c'est de pouvoir optimiser le planning des opérations en évitant de passer systématiquement par des appels d'offres qui sont chronophages en termes d'organisation et en termes administratifs. Bon, moi je me réjouis vraiment que ce soit une action intercommunale avec les villes de Croix, d'Alluin, de Marcq-en-Barœul, de Mouveau, de Ronques. Voilà, c'est se mettre ensemble pour essayer de réfléchir sur notre bilan énergétique et évidemment gagner en cohérence entre nous. Bien, donc il n'y avait pas de demande d'explication sur cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient et qui est pour? Je vous remercie beaucoup. Comme ça, Jean-Louis, quand tu devras partir. Voilà. Alors, la délibération suivante concerne donc la programmation de la politique de la ville 2024 par Loïc Catelin. Loïc, tu as la parole. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, vous le savez, le quartier de la Briqueterie fait partie de ce qu'on appelle la géographie prioritaire de la politique de la ville. Alors, pour vous rappeler les choses, vous avez les actions que réalise la ville au titre du droit commun. Ce sont les actions qui sont réalisées sur toute la ville, y compris le quartier de la Briqueterie. Et vous avez en plus la politique de la ville. Ce sont des crédits qui sont accordés spécifiquement et donc des crédits supplémentaires pour donc notre quartier de la Briqueterie. Voilà, comme chaque année, je vais vous présenter donc cette programmation. La ville a retenu 3 priorités. Lutter contre les inégalités dès l'enfance, notamment par la réussite éducative et scolaire de tous les jeunes. Voilà, je crois que c'est un point sur lequel on est tous, particulièrement attachés. Il y a une attention particulière, vous le verrez lorsque je vous présenterai les actions. Le deuxième point, c'est amplifier la politique d'accès à l'emploi. Et le troisième, œuvrer pour le vivre ensemble, notamment aussi pour la sécurité, la prévention de la délinquance, l'habitat, le cadre de vie. Alors ces actions, quelles sont-elles? Vous avez l'action réalisateur en herbe qui est portée par le FCP et que la ville finance à hauteur de 1 800 €. Vous avez également les mercredis de l'hippodrome, donc un projet porté par l'Olympique Marcoux Rugby que la ville finance à hauteur de 5 000 € et l'État à hauteur de 5 000 € également. Vous avez le référent de parcours porté par l'association La Sauvegarde du Nord. Donc la ville finance à hauteur de 17 473,50 € et l'État 16 129,50 €. Ensuite, il y a
Il y a l'action qui s'intitule « Améliorer le climat scolaire pour la réussite de tous les élèves ». Voilà, c'est porté par la Sauvegarde du Nord et c'est à part égale financé par l'État et la ville à hauteur de 7 683 €. Le café des parents, porté par le Centre social et culturel, à part égale également à hauteur de 4 050 €. Access Emploi, porté par le Centre social et culturel, à hauteur de 14 500 € pour la ville et l'État. Le projet éducatif en direction des jeunes du quartier de la Briqueterie par le Centre social également, financé par la ville à hauteur de 4 344 € et par l'État à hauteur de 16 934 €. Et enfin, l'action Coup de pouce, voilà, qui est une belle action pour prévenir le décrochage scolaire précoce auprès des élèves de CP et de grande section maternelle. C'est porté par la ville de Marcq-en-Barœul et c'est financé à part égale par l'État et la ville à hauteur de 3 703,50 €. Donc voilà, c'est assez considérable. En tout et pour tout, il y a une erreur de calcul. La programmation donc, de la politique de la ville au titre de l'année 2024 s'élève à un montant de 58 554 € et non 58 565 comme il est indiqué dans notre délibération. Et voilà, et je rappelle que l'État, lui, en tout et pour tout, met sur la table 68 000 €, voilà, ce qui est considérable. Merci beaucoup. Qui a demandé la parole sur ce sujet? Monsieur Laurent Séhaille. Allez-y, monsieur Laurent Séhaille. Merci, monsieur le maire. Juste quelques mots de notre groupe Marc Ensemble écologiste et solidaire pour dire que nous souscrivons aux objectifs de cette délibération. Nous nous félicitons de ce mécanisme qui permet de mobiliser des financements de l'État. Ce que nous regrettons, c'est que on paye aussi cher cet investissement de l'État dans un renoncement à notre autonomie de fonctionnement, puisque aujourd'hui les propositions qui sont formulées le sont à partir d'un comité qui réunit la CAF, l'État et la ville. Et à l'heure où on parle de décentralisation, il est quand même paradoxal de voir que l'État impose par le biais de la politique de la ville des priorités qu'on n'a pas spontanément définies. Voilà la remarque de principe que je voulais faire au nom de notre groupe. Je vous remercie pour vos propos, monsieur Séhaille. Voilà, simplement dire que les priorités qui sont définies au niveau national, elles sont dans la délib, les 6 enjeux stratégiques, voilà, sont quand même assez larges après pour que la ville et ses partenaires associatifs locaux, voilà, puissent agir selon les priorités après qu'on définit avec la métropole, notamment européenne de Lille, et que chaque ville définit d'ailleurs elle-même. Je trouve, je peux vous les lire, mais voilà, c'est un éventail très large. Il y a, en plus de ce que je vous ai dit sur la réussite éducative, sur l'accès à l'emploi et sur le vivre ensemble, il y a aussi promouvoir l'accès aux soins et à la prévention, construire une transition écologique solidaire, mobilité, précarité énergétique, renaturation de la ville, agriculture urbaine, lutter contre l'isolement et la grande précarité, accès aux droits, transition numérique, lutte contre les discriminations. Donc voilà, c'est quelque chose quand même qui est très large. Et après, bien sûr, ces actions-là, on le fait aussi à travers, c'est ce que je disais, nos actions de droit commun qui, elles, se font sur tous les quartiers de la ville, donc y compris celui de la Briqueterie. Voilà, mais sinon, je partage ce que vous venez de dire, monsieur Séhaille. Oui, merci beaucoup de ce débat qui est important et très intéressant. Après, on s'inscrit effectivement dans les dispositifs nationaux qui existent et auxquels il ne faut pas oublier de rappeler plein d'autres choses qui se passent également sur le quartier de la Briqueterie et qui concourent au vivre ensemble. Marc Delry, que je vois ici, je le sais tellement impliqué
donc dans les associations de quartier, et je leur remercie parce qu'on a de très belles associations qui s'occupent de l'animation de ce quartier, mais il y a d'autres choses aussi. Par exemple, Cuisine Mode d'Emploi, c'est un outil formidable d'inclusion dans le quartier. Le centre social et culturel est un partenaire essentiel pour nous, les Restos du Cœur. Mais ça ne fait pas partie du schéma qui faisait l'objet de cette délibération à l'instant, mais il y a plein d'autres actions qui mobilisent beaucoup de financement de la ville notamment, et donc je tenais à le souligner. Il y a Opus. Et il y a également Opus. Dis un petit mot sur Opus. Voilà, parce qu'on en a parlé un peu en commission, on parlait de Demos qui s'appelle désormais Opus, qui continue sur la ville et où 10 enfants par exemple du quartier, donc en lien avec l'Orchestre National de Lille, apprennent à jouer d'un instrument de musique. Et c'est une action qui dure 3 ans quand même, ce qui est un engagement pour ces enfants. Et qui est une fierté pour les enfants et leurs parents. Voilà, c'est magnifique, n'est-ce pas Catherine, qui t'occupe de la jeunesse. Voilà, bien. Merci Monsieur Sehaï, merci mes chers collègues. On va voter cette délibération. Qui est contre, qui s'abstient et qui est pour? Je vous remercie beaucoup. Merci. Je voudrais donner la parole à Émilie Boulet. Merci Monsieur le maire, mesdames et messieurs, mes chers collègues. La première délibération concerne la carte scolaire. Par courrier, le directeur académique des services de l'éducation nationale nous a informé de 4 retraits de poste à l'école maternelle Marie Curie, à l'école maternelle Henri Matisse, à l'école maternelle Blaise Pascal, à l'école élémentaire Léonard de Vinci. Malheureusement, Marc-en-Baronne n'échappe pas à la baisse des effectifs scolaires qui est la conséquence de la baisse de la natalité en France. D'ailleurs, le DAZEN prévoit 4 900 élèves de primaire en moins à chaque rentrée des 3 prochaines rentrées scolaires. Néanmoins, en fonction des effectifs réels le jour de la rentrée, nous appuierons toute demande justifiée de création de postes. Bien, donc sur cette délibération sur la carte scolaire, je pense qu'il y a Madame Odile Vidal-Sagné qui a demandé la parole. Merci. Merci Monsieur le maire. Monsieur le maire, Mesdames les adjointes, Messieurs les adjoints, chers collègues, Mesdames et Messieurs. Lors de la dernière commission, nous avons eu l'information de la proposition de retrait de classe par le directeur académique des services de l'éducation nationale. Je suis intervenue pour demander quelle était la probabilité pour que ces classes ne soient pas fermées. A priori, cela dépend du nombre d'élèves par classe. On a bien compris que le nombre d'enfants décroît, mais cela pourrait permettre d'apprendre et d'enseigner dans de meilleures conditions, que ce soit pour les professeurs ou les élèves. C'est-à-dire avec moins d'élèves par classe plutôt que de fermer des classes. Les élus de la liste Marc Ensemble écologiste et solidaire regrettent que le mot « regretter » employé dans la délibération ne soit pas plus fort, par exemple « s'opposer ». Merci de votre attention. Vas-y, Émilie Boulet va vous répondre, mais qui d'autre avait demandé la parole? Personne? Bon, allez-y, je dirai un petit mot après. Malheureusement, comme je l'ai expliqué en commission, ce n'est pas une proposition. On ne peut faire que acter la décision du DAZEN. Et en effet, quand on regarde les effectifs pour la rentrée prochaine, on voit bien, si on prend l'école Curie, par exemple, le prévisionnel est à 78 élèves. On aura donc des classes à 19,5 élèves de moyenne. C'est aujourd'hui impossible de laisser des enseignants, il en faut aussi pour d'autres villes. Aujourd'hui, le DAZEN doit répartir les enseignants sur toutes les communes. Donc voilà, on ne peut pas laisser des enseignants avec seulement, des classes avec seulement moins de 19 élèves par classe. Bien, merci. Moi, je voudrais vous dire une chose sur ce sujet. En ma qualité de président des maires du Nord, on a eu une réunion très importante avec le directeur académique, le DAZEN, qui nous a expliqué la situation nationale et la situation régionale, et bien sûr, pour la ville de Marc-en-Baronne, après, par la suite, locale. En fait, il y a tout simplement un problème extrêmement grave et important dans notre pays de dénatalité. Et je pense qu'il faut bien en parler aujourd'hui. Alors,
moi c'est pour cela que je souhaite effectivement que l'on puisse continuer à accueillir des familles dans notre ville, à accueillir des jeunes, leur offrir des logements qui correspondent, comment dirais-je, à leurs moyens financiers et qui apporteront cette vitalité extrêmement importante dans notre commune. Mais je crois qu'aujourd'hui, on ne peut que constater effectivement qu'il y a dans toutes les villes de France, du Nord, une baisse tout à fait considérable. On nous avait donné des chiffres extrêmement impressionnants. Bon, voilà, donc et chaque année, quand il y a, chaque fois, parce que c'est loin d'être toutes les années, nous prenons acte, parce que bon, voilà, on peut dire ce que l'on veut, mais s'il y a 19 élèves par classe et que le minimum, c'est le minimum du minimum, c'est 22, si j'ai bonne mémoire, bon, enfin... Pas fermé, c'est 25. Mais bon, quand on arrive à 22, on a peut-être encore une possibilité de discuter. 19, bon voilà, c'est comme ça. Bon, malheureusement, mais on ne peut que le regretter. Comme vous, Madame Vidal-Sagnier, je le regrette. Je serais tellement heureux qu'il y ait davantage d'enfants. C'est tellement formidable, c'est une telle richesse. Mais la situation est ainsi. Bien, écoutez, donc je vous propose de prendre acte de cette situation. Et bien évidemment, on avait demandé, parce que c'est ce que l'on fait toujours, c'est qu'on demande le réexamen de cette demande si jamais, pour la rentrée, il y avait des effectifs nouveaux, parce qu'il peut arriver dans une classe ou dans une école qu'il y ait des effectifs nouveaux qui arrivent d'ici le mois de septembre. Donc dans la délibération, eh bien, on regrette les retraits, on sollicite le réexamen de cette situation des écoles Curie, Matisse, Pascal et Vinci au regard des effectifs réels à la rentrée 2024. Voilà. Donc je vous demande qui est contre cette délibération, qui s'abstient, qui est contre. Qui est contre? 3 contre. D'accord. Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Madame Boulet, vous avez d'autres délibérations? Oui, il y a une des délibérations, c'est l'attribution d'une subvention dans le cadre d'une classe de découverte à Saint-Martin-de-Bréal pour l'école Pagnol. Comme tous les ans, Madame Delottry emmène ses élèves en Normandie. Donc il est proposé d'attribuer une aide pour l'année scolaire 2023-2024 à hauteur de 10 € par jour et par enfant marquois pour un maximum de 1 600 €. Donc c'est ce qui vous est proposé de voter ce soir, la somme de 1 600 € à la coopérative de l'école Pagnol pour l'organisation d'une classe de découverte. On continue oui. La deuxième, c'est une attribution d'une subvention dans le cadre de l'organisation d'une classe de découverte pour l'école Saint-Christophe, pareil, qui est proposé d'une aide pour l'année scolaire 2023-2024, toujours à la hauteur de 10 €, avec un maximum de 1 600 €. Donc c'est ce qui vous est proposé de voter également ce soir. Et puis je termine par une délibération qui me fait bien plaisir. L'équipe éducative de l'école Victor Hugo a inscrit les classes de CM1 et CM2 au projet Le Parlement des enfants, co-organisé par l'Assemblée nationale et le ministère de l'Éducation nationale. Et ce projet permet aux élèves de découvrir la fonction législative. Et donc les élèves ont reçu une invitation pour aller visiter l'Assemblée nationale et donc ils nous ont demandé une petite aide. Donc on leur a accordé une subvention exceptionnelle de 1 375 € pour qu'ils aillent visiter l'Assemblée nationale. Voilà ce qui vous est proposé de voter ce soir. Est-ce que quelqu'un a demandé la parole sur ces délibérations? Monsieur Crépel. C'est une simple explication de vote sur notre groupe. Donc nous allons voter favorablement les 3 membres sur la première et la troisième. Je m'opposerai sur la seconde et mes 2 autres collègues s'abstiendront. Je continue à m'opposer sur les aides et les subventions aux écoles privées, puisque seules les écoles publiques doivent être soutenues par la nation. Les autres, c'est un choix des parents. Ils doivent aussi assumer les choix qu'ils font de mettre leurs enfants dans le privé. Et s'il y a des dépenses complémentaires, ils doivent y contribuer. Bien, c'est une différence fondamentale entre nous. Je trouve incroyable que l'on puisse considérer que les enfants qui vont dans des écoles sous contrat, puisque les écoles privées dont on parle, ce sont des écoles privées sous contrat, donc reconnues par l'État, et heureusement que d'ailleurs, il en existe, hein, parce que même si moi je défends l'école publique, parce qu'en tant que maire, on défend forcément l'école
de la République. On a également un certain nombre d'écoles privées de très grande qualité qui sont des écoles sous contrat et qui donc ont les mêmes droits que les autres. Et les enfants qui pourraient bénéficier de 1 600 € pour l'organisation d'une classe de découverte à Samoins, il n'y a aucune raison que parce qu'ils font partie de l'école Saint-Christophe ne pourraient pas bénéficier des mêmes droits que les autres. Il n'y a pas deux types d'enfants dans la ville de Marcq-en-Barœul, il n'y a pas deux types de familles. Je trouve que c'est un problème grave. Je pense qu'on est une des rares communes à vivre une situation comme celle-là. Et je souhaite, moi, porter ce dossier à la connaissance des Marquoises et des Marquois, parce que c'est quelque chose qui me heurte profondément, profondément. Il y a la moitié des enfants qui, pour vous, n'ont pas les mêmes droits, quasiment la moitié des enfants qui n'ont pas les mêmes droits que les autres dans la ville de Marcq-en-Barœul, au prétexte qu'ils fréquentent une école privée sous contrat. Sous contrat. C'est quand même incroyable. Allez-y, monsieur. Je veux simplement vous répondre que les conditions de vie des enfants habitant à l'école Victor Emmanuel ont un IPS de 152, donc c'est l'environnement social et les moyens de leur famille dans lesquels ils vivent, et que les enfants de l'école Peggy ont 89 d'IPS, donc on voit bien qu'ils ne vivent pas dans le même environnement social, et donc ce ne sont pas exactement les mêmes enfants au quotidien, ils n'ont pas les mêmes plats dans leurs assiettes, les mêmes vêtements et la même vie. Merci à vous, monsieur le maire. Bien. Ben, je vous propose d'aller ensemble un jour à la fête des écoles privées de la ville de Marcq-en-Barœul, puis vous verrez qu'elles sont extrêmement ouvertes à toutes les populations. Et moi, vraiment, je regrette, mais en tout cas, je veux que les Marquoises et les Marquois sachent que notre équipe municipale soutiendra toujours les enfants des écoles publiques comme les enfants des écoles privées. Merci à vous. On va donc prendre acte de votre vote. Contre pour la délibération qui concerne une école privée, abstention pour vos collègues, et pour le reste, est-ce que tout le monde est d'accord donc pour les délibérations qui concernent l'école publique? Merci à vous. J'espère avoir été clair dans mon explication de vote. Voilà. Bon, merci à vous. Françoise Goub. Il y a une délibération qui concerne donc une substitution, tout simplement. C'est une décision de principe. Allons-y. Merci, monsieur le maire. Donc, effectivement, une première délibération qui n'a soulevé aucun commentaire en commission. C'est simplement pour une raison juridique. La société Harvey souhaite changer le nom de la société qui acquiert le site Caramba. Très bien. Monsieur Crépel, oui. C'est un simple commentaire. C'est un acte administratif dont nous aurions pu nous passer si nous avions eu directement, lors de la précédente délibération, les coordonnées exactes de l'acheteur ou de son mandataire. Cela aurait pu être évité car la société Grenchen, spécifiquement créée pour ce projet, a été créée le 6 novembre et nous avons délibéré le 19 décembre. Très bien. Bon, c'est usuel que les promoteurs créent une structure dédiée lorsqu'ils créent un projet. Et donc, lorsque nous en avons eu connaissance, on a expliqué que, juridiquement parlant, il fallait nécessairement, effectivement, que ce soit la bonne société qui soit concernée. Voilà. C'est une substitution qui arrive dans quasiment tous les projets. Après, il y a la temporalité de cette décision. Bien, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci beaucoup. Françoise Goub. La délibération suivante concerne la réglementation des clôtures. Alors, vous savez que la ville souhaite rester verte, souhaite être végétalisée. On veut lutter contre les îlots de chaleur. On veut également diminuer l'empreinte carbone. Donc, on souhaite que les particuliers et tous les intervenants sur la ville, ça nous concerne également en tant que collectivité, on fasse attention à ce qui est implanté comme clôture. Donc, on souhaite favoriser l'implantation végétale pour les clôtures et également préserver l'existant. Donc, il y a tout un groupe de travail qui a travaillé, c'est le cas de le dire, sur le sujet. Et donc, un certain nombre de préconisations ont été faites dans un règlement. C'est ce règlement qui vous est proposé ce soir. Bien. Qui a demandé la parole? Je crois qu'il y a quelqu'un qui... Monsieur Tonnel et Monsieur Crépel. Monsieur Tonnel, vous avez la parole.
Merci, monsieur le maire. Pas de souci particulier sur cette délibération. On a eu un débat en commission et donc à livre ouvert, je répète ce que j'ai dit en commission, chère Françoise. Effectivement, on est tout à fait d'accord sur les clôtures végétalisées, mais la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi les gens se barricadent. Ce que j'ai évoqué en commission, c'est que si vous prenez ma rue, la rue du commissaire Joubert, ou les rues avoisinantes, ce sont des rues où les jardins étaient totalement ouverts sur l'espace public. Et aujourd'hui, je suis la seule maison de la rue, à ne pas avoir encore mis de portail coulissant et de barrières. En fait, les gens, tout simplement, je sais que ce sont des choses qui me sont revenues très très souvent dans la rue, les gens se barricadent parce qu'ils ont peur des cambriolages. Donc ça, c'est vraiment embêtant. Et le fait effectivement de mettre en place donc on assiste à une rue qui est totalement clôturée, ça fait bizarre, ça gâche le paysage et ça le change, ça le transforme, et c'est vraiment un problème de fond. Et troisième petit point, je profite de cette délibération pour rappeler qu'en commission finance, j'ai émis le souhait que nous puissions avoir en termes de sécurité un point régulier par M. Chastan, puisque la commission finance porte aussi les délibérations de la sécurité dans la ville, et ça serait bien que cette commission puisse de temps en temps nous faire un point sur la sécurité et sur les équipements, sur les missions de la police municipale, etc. Je vous remercie, monsieur le maire. Oui. On est quand même assez loin des clôtures végétales, n'est-ce pas, monsieur Tonnel? J'espère d'ailleurs que vous n'allez pas trop attirer l'attention sur votre habitation, qui est donc la seule habitation qui ne possède pas encore de barrières, de murets, de sacs de sable, de mitrailleuses, parce que on sent bien quand même que bon, vous êtes quand même quelqu'un qui est extrêmement exposé, et donc on compatit et on vous comprend. Je vais vous dire juste une petite chose avant de laisser la parole à Alain Chastan. C'est que, oui, moi je trouve que bon, on nous demande depuis très longtemps de travailler sur les îlots de chaleur, et je remercie Françoise Goub parce qu'elle a fait un formidable travail qui n'est pas forcément évident à faire comprendre, mais on nous demande, nous élus, de planter des arbres, et on en plante, on doit être à peu près à 10 000 arbres maintenant dans la ville de Marcq-en-Barœul, on en a offert à tous les Marquois, on essaye de travailler justement sur ce grand chantier de faire en sorte que l'on lutte contre les îlots de chaleur, et il y a de plus en plus de gens, prenons un exemple, que ce soit les Hautes-Loges ou ailleurs, il y avait des haies végétales partout. Et les gens aujourd'hui remettent des haies, alors que nous on fait des efforts, et les gens, par simplification peut-être, considèrent que bon, on va mettre une haie en béton, en bois, en grillage, etc. Nous on veut juste que la personne mette sa haie rigide où elle le souhaite, mais que devant elle puisse planter une haie végétale, et je pense que tout le monde donc travaillera, apportera sa petite pierre tout simplement à la lutte contre le réchauffement climatique, et ça va dans le bon sens, et il faudra regarder bien sûr tout cela avec bienveillance, mais essayer de bien comprendre les choses. Alain, tu voulais juste rajouter un petit point sur le j'allais dire sans vouloir pour autant rentrer dans une polémique, hein, je rappellerai simplement que le contour et le périmètre de la commission qui ont été votés, j'allais dire tout au début du mandat, qui a été rappelé, j'allais dire lors de la modification, puisqu'il y a eu des modifications, j'allais dire des commissions en décembre 2023, j'allais dire ma commission et celle, j'allais dire de mon collègue Pascal Herbier, leur dénomination a toujours été la même, à savoir finance, gestion et pilotage des contrats, ressources humaines et administration générale. Donc je me livrerai bien volontiers, j'allais dire, à un point sur la sécurité. Je crois que monsieur le maire, on peut dire, je suis désolé d'entamer un débat qui n'est pas dans l'ordre du jour des délibérations, mais nous sommes très fiers de notre police municipale. J'allais dire, la presse d'ailleurs, j'allais dire, s'est fait l'écho, j'allais dire, pas plus tard que hier et avant-hier, j'allais dire, du positionnement de la ville de Marcq-en-Barœul comme étant une des villes les plus sûres de la métropole. Donc voilà, je crois qu'on peut végétaliser nos haies. Bon, écoutez, on peut dire qu'un peu comme les clôtures que l'on veut végétaliser, les statistiques de la délinquance sont aussi au vert, et donc tout va bien, et on espère que ça durera. Il ne faut pas être prétentieux, parce que rien n'est jamais acquis dans ce domaine, rien n'est jamais acquis, et il faut toujours être toujours prudent, attentif, mais je suis très très
reconnaissant à l'égard de ma police municipale et de mon adjoint, mais il y a aussi ce qui relève de la police nationale. Hein. Voilà, il y a aussi, nous n'avons pas un pouvoir d'investigation. Et il faut le savoir, les gens ne le savent pas toujours. On n'a pas un pouvoir d'investigation et on ne peut agir que sur le flagrant délit. Le reste, c'est la police nationale. Voilà. Je crois qu'il faut bien rappeler quand même le rôle et les prérogatives de chacun. Merci à vous. Monsieur Tonnel. Merci, Monsieur le maire. Désolé, Monsieur Chastan, mais le titre de la commission tel que nous la recevons chaque mois et tel que le reprend le compte-rendu chaque mois, c'est Commission Finances, Gestion et pilotage des contrats, Tranquillité publique et prévention, ressources humaines, état civil et élections. Merci. Monsieur Tonnel, on va pas amuser le public inutilement. Effectivement, il y a eu 2 erreurs, dans les convocations des 2 dernières, parce qu'effectivement, la personne qui faisait, d'habitude les convocations était absente pour maladie, et à 2 reprises, effectivement, la convocation a été faite avec mon titre des différentes délégations que le maire a bien voulu me confier. Mais le libellé de la commission est bien celui que j'ai donné, à savoir finance, gestion et pilotage des contrats, ressources humaines et administration générale, et je tiens les documents à votre disposition si besoin était. Merci. Bien, bon, donc qui est contre? Vous vouliez parler, Monsieur Crépel? Embarqué dans ce débat sécuritaire, dont vous oubliez, je voulais intervenir sur les clôtures. Le groupe Marc Ensemble écologiste et solidaire se félicite de cette proposition. La faune prend l'habitude d'élire domicile dans les espaces verts des villes, alors améliorons leur accueil dans notre ville. L'hiver est un moment privilégié, souvent, pour observer les nombreux squats estivaux ou lieux de nichés que les animaux peuvent y faire. La ville comporte de nombreuses règles de construction, parfois très rigoureuses. Il est donc logique d'en créer pour les clôtures en bordure d'espaces publics. Dans un souci d'amélioration de l'existant, nous proposons l'ajout d'un article 9 au règlement annexé à la délibération. Celui-ci pourrait être rédigé comme suit. À partir de la date d'application du présent règlement, les propriétaires de clôtures anciennes en bordure d'espaces publics pourront bénéficier d'une aide municipale pour mettre leur clôture en cohérence avec le présent règlement. Plus simplement que chaque Marcois qui aujourd'hui aurait une clôture bétonisée, on va dire, et minérale qui n'est pas dans l'irrégularité puisque le règlement ne s'applique pas à lui, s'il veut en faire le changement, aurait le soutien financier pour partie de la municipalité. Merci à vous. Alors, merci de votre observation, hein, Monsieur Crépel. Vous en aviez parlé en commission et je vais demander à Françoise de vous répondre sur ce sujet. Oui, vous en aviez parlé en commission. Nous pensons que c'est une idée qui est intéressante. Donc, on va travailler. Je tiens ici à préciser qu'on a été plusieurs à travailler sur le sujet. Je n'ai pas été la seule à travailler sur les clôtures. Et donc, on va étudier maintenant la faisabilité effectivement d'octroyer une prime. On est en train de commencer à réfléchir pour voir sous quelles conditions, comment ça peut être fait. Donc, nous reviendrons vers vous, mais c'est à l'étude. Voilà, merci de votre participation à cette réflexion. Donc, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient et qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Alors, Françoise, il restait une délibération. Alors, une délibération, je dirais presque classique. Dans le cadre de la requalification de la rue de Menin, nous achetons un certain nombre de garages dans toute une batterie de garages. Nous les achetons dès qu'il y en a un qui se libère. Donc nous en avons déjà 7. Il y a un 8e qui était offert à la vente, donc on l'achète à l'amiable comme les précédents. Pour info, il reste 3 garages à acheter qui concernent 2 propriétaires. Avec lesquels on est en discussion d'ailleurs. Voilà. Bon, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie de votre unanimité. Catherine Jonquet a la parole pour nous parler
donc des bourses BAFA permis de conduire. Voilà, merci Monsieur le maire de me donner la parole. En fait, pour la plupart d'entre nous, vous vous souvenez qu'en 2016, on avait créé ces bourses BAFA permis de conduire. En fait, permis de conduire pour donner plus d'autonomie aux jeunes, BAFA pour leur permettre de travailler notamment au sein de nos accueils de loisirs. En fait, depuis 2022, la loi autorise les jeunes à partir de 16 ans à se former pour passer le BAFA et même en ce qui concerne le permis de conduire, à pouvoir commencer les formalités et démarrer la conduite accompagnée. Si bien que notre délibération était un frein à octroyer les bourses et qu'on y remédie en changeant l'accès se fera donc pour le permis et pour le BAFA dès lors que le jeune présentera un dossier à 16 ans. On précise aussi dans la fin de la délibération que bien sûr un dossier de candidature ne vaut pas pour acquis. D'accord ? Il y a une commission qui délibère pour attribuer ces bourses et que, bien entendu, les familles ne doivent pas engager de frais parce que c'est toujours après l'accord de la bourse que la ville va amener la somme à l'auto-école ou à la structure qui va autoriser le BAFA. Voilà, je vous remercie. Bien, Madame Odile Vidassani a demandé la parole. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, Mesdames les adjointes, Messieurs les adjoints, chers collègues, Mesdames et Messieurs, les bourses attribuées pour l'obtention du permis de conduire ou du BAFA sont précieuses pour les jeunes Marcois et les Marcoises. Celles-ci peuvent être données à partir de 16 ans depuis cette année, comme vient de le dire ma collègue Catherine Jonquet. Du coup, je propose quelque chose. Peut-être faudrait-il augmenter l'enveloppe budgétaire car la demande risque d'être plus importante et cela permettrait d'aider plus de jeunes. Merci de votre attention. Bien, merci. Enfin, de toute façon, bon, on verra en fonction des demandes. Hein. On n'a pas fermé la porte. Bien. Donc, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient et qui est pour? Merci de votre unanimité. La parole est à Monsieur Hélard pour les délibérations relatives au sport. Merci Monsieur le maire, mes chers collègues. 4 délibérations avec des demandes de subventions exceptionnelles. Une première demande de subvention par la section football adapté de l'Olympique Marcois Football. Donc vous savez que l'Olympique Marcois Football c'est le plus gros club de la ville, hein, c'est 1000 licenciés et en plus il y a une section sport adapté de 41 personnes en situation de handicap mental. C'est une section qui a été créée en 2013. Pour de football à 7 et qui s'entraînent régulièrement sur nos installations du stade Mickey. Déjà 4 titres de champion de France de football adapté à leur crédit et là du 9 au 12 mai se déroulera dans le Doubs, dans la ville d'Arboin, nouveau titre pour être champion de France en division 1. Je rappelle quand même qu'ils ont été champions de France en 2017, 2018, 2022 et 2023 et avec l'intermède bien sûr de la situation sanitaire due à la période Covid. Donc subvention qui est demandée à hauteur de 1 500 €. Une autre demande de subvention exceptionnelle concernant le club Marc Judo. Marc Judo, c'est un club de 480 licenciés qui travaille aussi sur des judokas en situation de handicap, puisqu'ils sont 26, qui font du judo adapté, ce qu'on appelle maintenant le para-judo, et ils se sont qualifiés, non pas 8, 9, mais 8 licenciés qui sont présentés au championnat de France qui a eu lieu du 5 au 7 avril et 8 judokas et puis comme chaque année ils gagnent quand même beaucoup de médailles, 4 médailles d'or et 3 médailles de bronze pour ces judokas. Proposer d'accéder à leur demande d'une subvention de 1 500 € pour faire face aux frais induits par ce déplacement. Troisième demande de subvention exceptionnelle, c'est une association qui s'appelle Courir à Marc-en-Barœul, qui va avoir 10 ans, qui a à peu près 90 licenciés et qui va mettre en place une journée spéciale le dimanche 23 juin pour manifestation à caractère sportif et ludique et en plus dans le cadre de la journée mondiale olympique, le 23 juin et date officielle
officielle donc, de la journée olympique Paris 2024. Donc c'est courir un petit peu sur l'hippodrome, faire pour tous les publics et puis terminer par des activités ludiques l'après-midi. Donc une demande de subvention donc à hauteur de 300 €. Et la dernière subvention de demande exceptionnelle concerne le volley club de Marc-en-Barœul Lille Métropole. Donc pour leur 6e participation donc au championnat de France de Liga féminine, le club donc a accédé à l'issue de la saison régulière à la 8e place. Donc 8e place du classement, et donc après il y avait donc les playoffs, et les playoffs donc se sont déroulés contre l'équipe des Neptunes de Nantes, hein, qui sont à la fois donc vainqueurs de la Coupe de France, qui sont également finalistes de la Coupe d'Europe, et donc c'était au meilleur des 5 matchs, hein, donc ils ont été battus donc à 3 reprises, et donc la saison est terminée. Mais concernant donc cette demande surtout pour les modalités de transport, d'hébergement, des frais induits, donc une demande à hauteur de 7 000 €. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Je pense qu'il n'y avait pas de demande de prise de parole. Je remercie Didier. Est-ce qu'on peut voter qui est contre ces aides, qui s'abstient et qui est pour? Je vous remercie à nouveau de votre unanimité. Je passe la parole à Marie-Pierre Jansens. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, mes chers collègues, mesdames, messieurs, la ville de Marcq accompagne les 6 associations d'aînés qui, par leurs actions, contribuent à rompre la solitude et l'isolement des seniors. Pour 2024, l'association des aînés du Ken souhaite amener la culture dans le foyer avec son programme Les Jeudis de la Culture et proposer des sorties culturelles dans les Hauts-de-France. Ce soir, il vous est proposé de voter une subvention exceptionnelle de 1 000 € au profit de l'association des aînés du Ken pour une participation aux dépenses des prestations quand ils feront venir quelqu'un au foyer et aux frais de déplacement pour les sorties culturelles. Voilà ce qui est proposé de voter ce soir. Et je profite de mon intervention de ce soir pour rappeler que jeudi a lieu le salon Senior Actif à l'Hippodrome. C'est un salon qui a lieu tous les 2 ans et qui a pour but de mieux faire connaître l'offre de services et de loisirs proposée par la ville, ses partenaires et les associations. Merci. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Monsieur Tonnel, je crois que vous avez demandé la parole. Allez-y, Monsieur Tonnel. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, mes chers collègues, mesdames et messieurs, bien sûr, pas de difficultés particulières sur cette délibération. Nous voterons favorablement, il n'y a aucun souci. Une remarque et une question. La remarque s'adresse à Loïc Catelin, mais je pense qu'il est parti. Oui, il est parti. Il a eu des propos un peu durs vis-à-vis de Jean-François Pichon. Je profite que Jean-François ne soit pas là ce soir, puisque je souhaitais quand même rappeler que nous avons nos fonctions d'élus, mais nous avons nos fonctions professionnelles, et qu'on ne doit jamais utiliser l'un pour l'autre, et que lors de la commission, et j'espère que ça sera repris au compte rendu, on a eu des propos un peu durs vis-à-vis de la profession de Jean-François, et c'est pas acceptable. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'était une question concernant le tulipe. Vous vous doutez bien que j'allais utiliser cette délibération pour en parler. Il semble que, selon mes informations et selon les informations de Jean-François, le tulipe ne soit plus réservé aux personnes qui ont des difficultés à se mouvoir. Et je voulais savoir si c'était confirmé ou pas. Merci beaucoup. Oui, bon, j'ai noté votre observation. Monsieur Loïc Catelin est à l'Assemblée Générale du Centre social et culturel de la ville de Marcq-en-Barœul. Bon, et donc, et puis si Monsieur Pichon a quelque chose à dire à Monsieur Catelin, je suppose qu'il est assez grand pour le faire lui-même, en sa qualité de directeur général adjoint de la ville de Tourcoing. Vous faites bien de le rappeler, et il exerce en ce moment les fonctions intérimaires de DGS, et donc c'est important de savoir qu'effectivement il siège dans votre groupe. Mais c'est utile de le rappeler, vous avez raison. En ce qui concerne donc le tulipe, vous savez, mesdames, messieurs, que la ville de Marcq-en-Barœul a lancé, il y a de nombreuses années maintenant, j'étais parlementaire lorsque j'ai lancé cette affaire, nous avons créé
un service avec un minibus. Il y a eu un premier minibus, et puis il y a eu un deuxième minibus pour pouvoir conduire les aînés dans les foyers d'aînés lorsque ceux-ci n'avaient pas de véhicule, par exemple, et lorsque leurs amis ne pouvaient pas les prendre en covoiturage, par exemple, dans leur voiture. Bon, on a donc 2 minibus aujourd'hui et 3 chauffeurs, monsieur le directeur général des services. Je pense qu'on est une exception dans la MEL. Je ne connais pas de ville qui ait engagé la même politique. Pour être tout à fait précis, il y a, je crois, 126 ou 128 personnes par semaine qui sont conduites donc dans les foyers d'aînés par le personnel municipal de la ville de Marcq-en-Barœul. Et bien évidemment qu'on a bien l'intention de continuer à conduire nos aînés dans les foyers d'aînés. On ne fait pas que ça d'ailleurs avec le TUDIP, puisque on les amène aussi à intervalles réguliers dans la semaine dans les cimetières, sur les marchés, pour faire donc leurs courses, pour faciliter la vie au quotidien de nos concitoyens les plus aînés. C'est important de le rappeler parce qu'on finirait par oublier un certain nombre de choses qui se font dans la ville de Marcq-en-Barœul, qui sont toutes à notre honneur et qui sont vraiment une politique très dynamique, puisqu'on a aussi des foyers d'aînés, nombreux, bien plus nombreux que dans certaines villes, avec du personnel municipal qui vient aider nos aînés. Et puis il est apparu que donc 7 personnes, je parle sous ton contrôle Marie-Pierre, étaient dans une situation de dépendance très lourde et que c'était véritablement aujourd'hui problématique de pouvoir les accompagner, puisque pour des raisons notamment de responsabilité, nous ne sommes pas un service ambulancier. Bon, et donc il y a un problème de responsabilité de notre personnel qui n'a pas les qualifications pour véritablement prendre des personnes qui seraient trop dépendantes. Je parle sous ton contrôle Marie-Pierre, mais tu le rappelleras, pour ces 7 personnes, elles ont été vues, des propositions leur ont été faites, et nous sommes d'ailleurs en train de réfléchir à une solution qui soit, qui garantisse, si vous voulez, leur sécurité. Bon, donc je trouve que c'est plutôt... Alors, bon, M. Tonnel, vous essayez tout le temps de créer des incidents, mais formidable. La ville de Marcq-en-Barœul est une des seules villes, sinon la seule, à avoir un service qui transporte les aînés dans les foyers d'aînés et qui les aide à faire leurs courses et autres. Il y a un problème, comment dirais-je, de responsabilité, tout simplement. Donc on regarde avec les 7 personnes concernées comment trouver une solution pour qu'elles puissent continuer, si c'est possible, à venir donc dans les foyers d'aînés, mais dans des conditions de sécurité optimale, parce que tout simplement, bon ben voilà, il faut qu'elle puisse, comment dirais-je, se déplacer dans des conditions qui soient conformes au statut de la fonction publique communale, qui n'est pas une statut d'ambulancier. Donc on a décidé, on est tout à fait d'accord pour regarder cette question des personnes qui sont concernées, des 7 personnes qui sont concernées par ce problème, dont un certain nombre que je connais. Je suis d'ailleurs allé rencontrer comment dirais-je, des présidents d'associations pour pouvoir en parler avec eux. Voilà. Monsieur Crépel, vous vouliez dire un petit mot ? Oui, mais on avait prévu d'intervenir, mon camarade avait prévu d'intervenir demain soir au conseil d'administration du CCAS sur ce sujet. Aujourd'hui, on est régulièrement dans la ville pour essayer de rencontrer les gens pour faire signer notre pétition au sujet des belles terres, mais on a rencontré justement une habituée des différents foyers d'aînés. Et elle nous disait donc qu'elle serait plus prise en charge, donc c'est une des 7 que vous citez, je ne me souviens plus de son nom. Ça lui ferait quand même, si elle utilise les budgets, les transports de Transpol, qui est un service, ça lui ferait quand même un budget de 16,20 € par semaine pour se déplacer dans les différents centres d'aînés. Donc soit vous transmettez à Transpol cette responsabilité, puisque eux le font, mais c'est quand même un budget important. Et ensuite, moi j'avais souvenir, alors j'étais pas élu, mais j'étais déjà attentif à la vie de la ville, qu'un don avait été réalisé par une personne au sein de la ville
pour mettre en place une 3e voiture tulipe au sein de notre commune. Donc où en est-on sur ce sujet où j'ai une mémoire qui flanche? Non, mais nous avons 2 tulipes qui correspondent aux besoins qui sont les nôtres. Nous n'avons fermé, bien sûr, aucune porte pour les 7 cas qui sont concernés aujourd'hui. Et vous faites bien de rappeler ce que vous venez de dire, parce que effectivement, la ville de Marcq-en-Barœul est également une des seules villes qui, sous conditions de ressources, paye l'abonnement des personnes les personnes âgées dans la ville de Marcq-en-Barœul. Donc, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de villes qui le font. La ville de Marcq-en-Barœul le fait également, et c'est une des pistes que nous regardons, mais que je sache à ce jour, mais si je me trompe, Marie-Pierre, tu me le dis, je pense que le service a continué le temps que nous trouvions également une solution. Donc, je veux dire, c'est vraiment créer une polémique sur un sujet qui n'existe pas, puisqu'il y a un problème. On essaie de trouver une solution. Aujourd'hui, personne n'a été laissé sur le bord de la route. Tous les contacts sont pris pour essayer de trouver une solution ensemble. Et donc, nous y travaillons bien évidemment. Voilà. Donc, si vous le voulez bien, on va voter cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Voilà. Alors, moi, je vais quand même ajouter un petit commentaire. Parce que, bon... le propos tout à l'heure de M. Crépel, quand il a parlé de la faune, de la flore, des nichés, j'ai trouvé ça très bien. Et vous n'êtes pas concerné, M. Crépel, qu'on soit très clair, par ce que je vais vous dire, mais il existe quand même également des nichés bien agréables, mais il y a également des nuisibles. Bon, et il y a des espèces nuisibles. Les espèces nuisibles, ce sont les corbeaux. Ce sont les corbeaux. Et à Marcq-en-Barœul, en ce moment, il y a un corbeau. Alors, vous n'êtes pas concerné, M. Crépel. Je suis convaincu que ce n'est pas vous. Je serais navré et profondément choqué que ce soit un membre de cette Assemblée, bien évidemment. Mais bon. Mais je ne puis que m'élever contre ces pratiques indignes, qui font que, bon, aujourd'hui, il y a des tracts non signés qui circulent dans certains quartiers. Vous savez, les lettres anonymes, c'est une lâcheté. C'est une lâcheté, une lettre anonyme, forcément. C'est ne pas avoir le courage de son opinion, et c'est essayer de salir, de dénigrer, de dire des choses qui sont inexactes. Bon, voilà. Donc je vais le dire parce que on est un conseil municipal où on vote la plupart des délibérations à l'unanimité. Il peut y avoir des différences. De temps en temps, on peut avoir un débat entre nous. C'est normal, c'est la démocratie, c'est la beauté de la démocratie. Mais je voudrais le redire ici. Des tracts anonymes, c'est une honte. C'est le degré zéro de la démocratie. Voilà. Et donc, je voulais le dire solennellement ce soir, parce que ça fait un moment que je suis élu. On avait eu la chance de ne pas connaître cela, mais aujourd'hui, il y a quelqu'un, je ne sais pas où, je ne sais pas où. D'ailleurs, on a, si la police s'y intéresse, nationale, on a des caméras qui seront à leur disposition dans le cadre de la loi, puisqu'on a quand même de nombreuses caméras, mais ce n'est pas à moi de faire le travail de la police nationale. Mais je trouve ça lamentable, et donc je voulais le dire solennellement ce soir. Voilà. Merci à vous de cette réunion, et je vous souhaite à tous une très bonne soirée.